Lorsque l'on s'interroge sur les origines de la domination masculine sur les femmes, on peut vite céder à la facilité de l'explication purement morphologique et physique. C'est l'argument le plus évident, le plus immédiat et le plus communément partagé. Et pourtant, c'est le moins souvent discuté pour rendre compte de la minoration historique de la femme. C'est celui de la force physique. À la question « Comment expliquer que les femmes aient accepté de se soumettre à la puissance des hommes ?» Il suffirait normalement de répliquer qu'ils n'avaient pas le choix, car les hommes étaient les plus forts, les plus grands. Certes, il ne fait aucun doute que les hommes sont les plus forts et les plus robustes. Ils ont profité de ce privilège biologique pour s'imposer. Pour autant, cette réponse n'est pas suffisante, et cela pour au moins deux raisons. La première raison est que ces différences anatomiques et morphologiques entre les deux sexes, mâles et femelles, ne sont pas aussi universelles qu'on le croit. Chez beaucoup d'invertébrés comme les insectes, la taille des femelles est plus grande que celle des mâles. Et même chez certains mammifères comme le gibbon, la baleine bleue, le lapin ou le chat, la taille est indépendante du genre et du sexe. Et rassurez-vous, même chez les hommes, les premiers ossements humains datant du Paléolithique ne présentent pas de différence significative de taille ou de diamètre entre les sexes, mâles et femelles. En réalité, il est très probable que l'écart de stature entre les mâles et les femelles sont apparus ultérieurement comme résultant d'une inégalité non pas génomique mais nutritionnelle. L'anthropologue française Priscille Toraille, dans son essai remarquable intitulé « Hommes grands, femmes petites, une évolution coûteuse », explique que dans la plupart des civilisations humaines, et pendant des millénaires, les protéines étaient réservées aux garçons et aux hommes, tandis que les sœurs et les épouses devaient se contenter de bouillies et de restes pauvres en nutriments. Cette malnutrition différentielle explique que les femmes et les fillettes ont été toujours les premières victimes des famines, d'autant plus que la menstruation et la grossesse sont deux conditions physiologiques qui sont très coûteuses énergétiquement. La plus faible constitution des femmes est donc en partie la conséquence et non la cause de leur infériorisation sociale. Ce qui veut dire à la fin que la supériorité physique des mâles n'est ni totalement naturelle, ni intangible, ni indépassable. La deuxième raison de ne pas s'en tenir à l'explication morphologique de l'infériorisation des femmes est la suivante. Combien même l'homme aurait joui dès l'origine d'un avantage musculaire, celui-ci aurait-il suffi à faire de la femme un être soumis, fidèle et aimant? Il est permis de s'en douter. Si le dominant entend rester celui qui dispose et impose, même s'il indispose, il lui faut compter sur autre chose que sa musculature, comme le rappelle très justement Rousseau dans du contrat social. Ouvrez les guillemets. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Fin de citation. Pourquoi? Parce qu'un adversaire plus faible physiquement peut toujours vous surprendre par la ruse, vous attaquer par derrière et surtout vous mentir, vous trahir et vous abuser. Or, dans le cas présent, la tromperie pourrait avoir des conséquences graves, vous exposer à élever un enfant qui n'est pas le vôtre, tout en limitant vos propres chances d'insémination. Il faut donc à l'oppression d'autres rouages que la seule force. Il lui faut le secours de l'idéologie, parce qu'on n'oublie jamais mieux que lorsqu'on a le sentiment d'accomplir un devoir sacré.
Là, le génie masculin va déployer des trésors d'inventivité pour fabriquer une cosmologie, c'est-à-dire un discours sur l'ordre du monde, une théologie, une politique, une morale et une biologie des sexes propre à faire de lui le centre du monde. Et des générations de faiseurs de mythes seront ainsi nécessaires pour construire un univers dans lequel la servilité de la femme lui apparaîtra comme une mission divine, la plus sacrée d'entre toutes, puisqu'elle est transcendantalement décédée de toute éternité. L'homme a donc assis sa domination sur une idéologie, l'idéologie viriliste, elle-même fondée sur une métaphysique propre à faire de lui le roi du ciel et de son autorité le reflet de celle des dieux. C'est la force de cette conceptualisation qui lui permet de fonder, justifier et légitimer dans l'absolu la suprématie masculine. Il est le seigneur et elle, la servante, car cette distribution des rôles est la base de l'ordre cosmique. Cette mystification mit des siècles à se constituer en un ensemble doctrinal parfaitement cohérent, conjuguant le religieux, le scientifique et le politique. C'est bien que les femmes elles-mêmes furent convaincues de sa vérité, selon le mécanisme de servitude volontaire décrit par le psychanalyste Bruno Bettelheim dans son livre Le cœur conscient. L'abdiction de la femme donc ne s'explique pas par son infériorité physique, mais par son enfermement dans un système fabriqué par l'autre sexe pour son bénéfice exclusif, système dans lequel elle s'est trouvée piégée, faute de droit le plus élémentaire à son émancipé, ne serait-ce compenser le système patriarcal.